Sans Xena la guerrière, pas de Seigneur des Anneaux tel qu'on le connaît au cinéma. Est-ce que c'est bon comme phrase d'accroche? Non mais parce que sinon tu me dis, hein, moi j'avais pensé à un truc un petit peu plus... dans le genre. Si Xena avait fait partie de la communauté de l'anneau, eh ben ça aurait été vachement plus vite. Pam pam padam pam 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 padam pam 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 padam pam 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 pam. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans L'Âme Fatale, l'émission qui explore l'escrime dans la culture populaire. Que ce soit au cinéma, à la télévision, en littérature ou dans des jeux, l'escrime, sous une forme ou une autre, est présente dans de nombreuses œuvres. S'il y a un combat à l'épée, alors il y a une porte d'entrée pour vous faire découvrir un univers et, qui sait, vous donner envie de pousser la porte d'un club d'escrime. Aujourd'hui, on s'intéresse à une série emblématique des années 90, un phénomène qui a révolutionné le monde de la télévision et changé la donne, Xena, princesse guerrière. Et oui, avant Buffy Summers ou Sydney Bristow, ou bien encore la mariée dans Kill Bill, il y avait Xena, une guerrière au passé sombre, en quête de rédemption. Une véritable héroïne d'action, capable de prouesses hors du commun, et très douée dans l'art de botter des fesses. Alors oui, en VF, le titre est Xena la guerrière, sans doute en clin d'œil à Conan le barbare. Mais c'est quand même dommage de se priver du côté princesse. Parce que oui, être une princesse et une guerrière qui botte des fesses, c'est pas incompatible. La série fête son 30e anniversaire, et c'est l'occasion de revenir sur son impact culturel, ses cascades improbables, entre autres, son importance dans l'essor de l'industrie cinématographique néo-zélandaise, et son héritage durable. C'est parti. Avec 6 saisons et 134 épisodes, diffusés entre 1995 et 2001, ce spin-off inattendu a rapidement dépassé en popularité la série dont il est tiré, Hercule. On y suit les aventures de Xena, une redoutable chef de guerre dans une Grèce antique fantasmée, qui, suite à sa rencontre avec Hercule, va décider de racheter son passé et d'œuvrer pour le bien. Bon, ok. Pour les puristes, on va crever l'abcès tout de suite. D'accord, Xena n'est pas bien en garde. Mais, vu ses qualités athlétiques et vu la manière dont elle manie son arme, ça risque d'être compliqué d'aller la toucher, non? À la première goutte de sang versé, personnellement, je suis pas sûr de pas saigner en premier. Pour comprendre les origines de Xena, il faut revenir un peu dans le temps, et plus précisément en 1979. 3 personnes vont s'associer pour créer la société de production Renaissance Pictures. Sam Raimi, réalisateur, Bruce Campbell, acteur, et Robert Tapper, producteur. Renaissance Pictures va produire, entre autres en 1981, Evil Dead, avec Raimi à la direction, Campbell devant la caméra, et Tapper à la production. Toujours au cinéma, Renaissance Pictures produira les suites d'Evil Dead, Darkman et ses suites, et notamment Chasse à l'homme, le premier film de John Woo aux États-Unis. Du côté du petit écran, Renaissance Pictures va s'associer en 1984 à Universal Television afin de lui proposer des contenus. Dans le cadre de ce partenariat, Renaissance Pictures va produire, au début des années 90, 5 films sur Hercule. Ces films, diffusés en 1994, mèneront à la création de la série Hercule. Diffusé dès le mois de janvier 1995, Hercule rencontre rapidement le succès. Et c'est là où plusieurs autres éléments vont rentrer en jeu. Tout d'abord, Rob Tapert a l'idée d'une trilogie d'épisodes en fin de saison où une princesse guerrière viendrait donner du fil à retordre aux héros. Ensuite, le succès de Hercule grandissant, Universal Television se dit que ça serait peut-être mieux de l'accompagner d'une série qui lui ressemble lors de la diffusion, afin de proposer ce pack de 2 heures de série d'action qui pourra être diffusée sur toutes les chaînes locales des États-Unis. La fin de saison d'Hercule étant toujours en pleine production, les exécutifs de Universal vont voir un cut très brut du premier épisode où apparaît Xena. Et c'est sur cette base qu'ils vont se décider à lui donner une série complète dès la rentrée de septembre 1995. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont bluffés par la performance de l'actrice qui joue Xena, Lucy Lawless. If you can't learn to fight better than that, then you're never gonna defeat Hercules. And I want him dead. Étant déjà apparue dans le premier film Hercule, puis dans 2 épisodes de la saison 1, Lucy Lawless n'était pas forcément le premier choix pour incarner Xena. Mais suite à une conjonction d'événements,
entre l'actrice envisagée par Universal Television qui tombe malade, puis d'autres actrices envisagées qui ne souhaitent pas quitter les États-Unis pour aller à l'autre bout du monde, pour tourner un arc de 3 épisodes, sans savoir que pour le moment ça va devenir une série, et ben il se trouve que le producteur Rob Tapert pousse pour que ça soit Lucy Lawless qui ait le rôle, en disant « c'est pas grave, on va lui teindre les cheveux en noir ». Et lui mettre une frange. Parce que c'est les années 90. Xena la guerrière va donc être créée par Robert Tapert et John Cholian, puis développée par R.J. Stewart et Sam Raimi. Tapert avait l'envie de raconter l'histoire d'une héroïne badass, capable de prouesses hors du commun et dotée d'une force quasi surhumaine. Déterminé et croyant en son idée, Robert Tapert a alors pioché quelques scènes d'action de films hongkongais pour les monter ensemble et les présenter aux exécutifs afin de leur dire « c'est ça que je veux faire ». Tout en sachant qu'il n'aurait pas le budget pour faire aussi bien que ce qu'on voyait au cinéma, mais dans l'idée c'était de proposer quelque chose de similaire chaque semaine, ce qui ne s'était encore jamais vu à la télévision. Diffusée à partir de septembre 1995, Xena sera donc pionnière dans les séries d'action, en présentant une femme comme personnage principal. Son succès va ouvrir la voie à d'autres héroïnes d'action pour la télévision, que ce soit Buffy Summers, dans la série Buffy contre les vampires, Joss Whedon ayant toujours reconnu l'importance de Xena dans la création de Buffy, Max Guevara dans Dark Angel, ou encore Sidney Bristow dans Alias. Mais Xena, c'est pas juste Hercule au féminin. Xena est une femme qui défie les stéréotypes. Elle est puissante, elle est bruyante, elle tape, elle montre sa force, sa détermination, sa colère, ses remords. Elle est rapidement devenue un modèle positif pour beaucoup, démontrant qu'une femme n'a pas besoin d'un homme pour accomplir quoi que ce soit. Et botter des fesses. Mais ce qui va faire le cœur et l'âme de la série, c'est la relation qui unit Xena à Gabrielle. Gabrielle, interprétée par Renée O'Connor, c'est un peu le compas moral de Xena. C'est-à-dire que Xena, dans sa quête de rédemption, parfois, va y avoir des moments de doute, ça va être un petit peu compliqué. Et bien dans ces moments, c'est la bonté innée de Gabrielle qui lui rappellera qu'un autre chemin que celui de la violence est possible. Gabrielle porte également d'autres valeurs, comme la détermination, la persévérance, la résilience, l'entraide ou bien encore le courage, que l'on retrouve dans l'escrime et dans le sport en général. On la rencontre dans le pilote de la série, quand Xena vient défendre son village, attaqué par un de ses anciens lieutenants. Gabrielle souhaite devenir barde, et du coup, elle va décider d'accompagner Xena dans ses voyages pour raconter, narrer ses exploits. Le lien profond qui les unit très rapidement va être développé tout au long de la série. Et en peu de temps après le début de la diffusion, elles deviennent des icônes pour la communauté LGBTQ+. Les studios étant préoccupés par la perte d'annonceurs et donc de revenus publicitaires, les scénaristes vont laisser la nature de la relation entre Xena et Gabrielle délibérément ambiguë, tout en jouant tout au long de la série avec ce sous-texte, avec des scènes, des clins d'œil, des répliques, etc. Is it too hot? No, it's just right. I'll go get some more. Vous l'aurez remarqué, les extraits diffusés dans cet épisode de L'Homme Fatale sont en version originale. Bon, déjà, c'est mieux. Ensuite, il faut savoir que la version française de la série a effacé une bonne partie de l'ambiguïté dans la relation entre Xena et Gabrielle, notamment dans les premières saisons. Dites-vous que les studios avaient tellement peur qu'ils ne voulaient même pas que Xena et Gabrielle partagent un plan ensemble dans le générique d'ouverture de la série. Et quand les studios ont demandé à ce qu'un personnage masculin accompagne régulièrement le duo, eh bien les scénaristes et producteurs ont dit oui. Et ils ont créé Joxer. Incarné par Ted Raimi, le frère de Sam Raimi, Joxer, c'est le pire guerrier du monde qui se croit être le meilleur guerrier du monde. Et ça tombe bien parce que Ted Raimi a un timing comique impeccable. Bon, au final, la relation entre Xena et Gabrielle ne fait pas beaucoup de doute. En 2003, 2 ans après la fin de la série, Lucy Lawless déclarera même que la relation est définitivement gay. Impossible de parler de Xena sans parler de la Nouvelle-Zélande. Ce qui s'est avéré être une décision pratique à l'époque de la mise en chantier des films Hercule, la production souhaitant des décors qui pouvaient faire penser à la Grèce antique tout en réduisant les coûts, va devenir une marque emblématique de la série. La diversité des paysages, tous plus magnifiques les uns que les autres, a fourni le cadre parfait pour ce monde antique et mythique. Je disais en ouverture que sans Xena, pas de Seigneur des Anneaux tel qu'on le connaît au cinéma. Avec une équipe technique de près de 600 personnes, la série a eu un impact phénoménal dans l'essor de l'industrie cinématographique néo-zélandaise. Pour la production du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson n'a donc pas hésité à aller chercher des gens qui travaillaient sur Xena. Devant la caméra, on pense bien évidemment à Karl Urban, qui va incarner Éomer dès le 2e volet de la trilogie,
et dont le rôle le plus emblématique dans Xena reste celui de César. Côté coulisses, on peut évidemment citer Richard Taylor et Tanya Roger qui sont au début de ce que deviendra Weta Workshop, et aussi Engela Dixon à la création des costumes. Autre marque de fabrique de la série, ses cascades et ses combats. Xena se bat avec toutes sortes d'armes. Épée, bâton, chakram, ah oui, c'est une sorte de boomerang circulaire qui revient après avoir tapé tout le monde. Et aussi à main nue. Les chorégraphies des combats mêlent techniques de cascade occidentale et influences d'arts martiaux orientaux, notamment issus du cinéma de Hong Kong, la mariée aux cheveux blancs, par exemple, étant citée comme influence directe sur le style de combat de Xena. On peut aussi noter des hommages assumés, comme par exemple la scène de combat sur les échelles entre Xena et Callisto, inspirée de Il était une fois en Chine. Années 90 oblige, et pour des raisons de budget, la série ne fait appel que très rarement à des effets générés par ordinateur. Et c'est tant mieux, parce que ça a quand même un petit peu mal vieilli sur la plupart des plans où c'est utilisé. Les mouvements emblématiques de Xena, comme ses sons incroyablement hauts, étaient donc réalisés à l'aide de trampolines, de câbles et d'autres effets pratiques. Lucy Lawless et Renée O'Connor ont été formés et entraînés pour réaliser une partie de leur cascade elles-mêmes. Cela étant, la série a fortement contribué à mettre en lumière et en valeur le métier de cascadeuse. Zoé Bell, qui double Xena sur les dernières saisons de la série, sera d'ailleurs engagée par Quentin Tarantino pour doubler Uma Thurman dans les films Kill Bill. Elle incarnera également le rôle d'une cascadeuse accrochée au capot d'une voiture dans le film Boulevard de la Mort du même réalisateur. Elle deviendra coordinatrice de cascade et passera même à la réalisation. Elle a également déclaré que Xena l'avait aidé à comprendre l'importance de la motivation des personnages dans la réalisation des cascades. Au-delà de la coordination des cascades, la présence de maîtres d'armes ou de spécialistes de l'escrime est devenue une pratique plus courante dans la production audiovisuelle, notamment pour assurer une certaine cohérence, voire garantir un certain réalisme, notamment dans la tenue et le maniement des armes. Xena, c'était aussi un véritable laboratoire créatif. Le format de la série était hyper flexible, et d'un épisode à l'autre, on pouvait passer du mélodrame à la comédie burlesque, du fantastique à la comédie musicale. Elle a popularisé l'idée d'épisodes expérimentaux qui brisaient le quatrième mur, voire étaient complètement méta avant l'heure. Are you two lovers? You want the truth? That's right, Xena. We want the truth. The whole world wants the truth. Technically. L'épisode The Bittersweet de la saison 3 est un exemple marquant de cette volonté d'expérimenter en proposant un épisode musical qui est rapidement devenu un classique. L'humour est également très présent dans la série et va même jusqu'au bout des génériques avec des petits disclaimers indiquant qui n'a pas été blessé pendant la production de l'épisode. Xena était également l'un des premiers fandoms à s'organiser en ligne bien avant l'arrivée des réseaux sociaux. Les forums permettaient aux fans de discuter, d'émettre des théories et de proposer des fanfictions. Les conventions, organisées par les fans, perdurent encore aujourd'hui. Les fans espèrent d'ailleurs toujours un retour de la série sous une forme ou une autre. Plusieurs tentatives de reboot ont d'ailleurs été initiées, mais aucune n'a abouti à ce jour. Et là, deux possibilités. Soit vous avez déjà vu des épisodes de Xena et vous vous dites « il faut que je revoie la série ». Soit vous n'avez jamais vu d'épisode de Xena et vous êtes convaincu par ce que je viens de vous dire. Dans les deux cas, vous vous demandez comment je peux faire pour la regarder. Et c'est là que le bas blesse. Xena n'est pas disponible en VOD pour le moment en France, et les DVD édités précédemment s'arrachent à prix d'or sur le marché de l'occasion. Mais pour fêter les 30 ans de la série, un nouveau coffret DVD va bientôt être édité. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre médiathèque, parce que peut-être qu'elle l'a dans ses rayons, ou bien qu'elle peut l'avoir via le réseau auquel elle appartient. Vous l'aurez compris, malgré son esthétique années 90, Xena reste une série culte qui vaut le détour. Les thèmes qu'elle explore, tels que la loyauté, l'amitié, la rédemption, et les relations complexes entre ses personnages continuent de résonner aujourd'hui. Xena est une icône intemporelle, dont le courage, tel qu'évoqué dans le générique d'ouverture de la série, a bel et bien changé la face du monde. Si cet épisode de L'Âme Fatale vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à vous abonner à la chaîne Escrimo de France. Et d'ailleurs, cette séquence tirée de notre vidéo Rejoins la Team de France n'est pas sans rappeler un combat de Xena. Pour la voir en entier, suivez le lien dans la description. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, et bien entendu, passer la porte d'un club d'escrime près de chez vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, rappelez-vous, l'escrime n'est pas que sur la piste.
Pam padam pam padam padam pam pam padam pam 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 padam pam padam dum. Ah non, zut, c'est Hercule.